Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Alors parmi les actualités les plus étoffées du continent, l'actualité de la République démocratique du Congo, où le bras de fer persiste entre gouvernement et opposition à l'approche de la fin officielle du mandat du président Joseph Kabila en décembre 2016. Et avec nous pour évoquer les derniers événements politiques en République démocratique du Congo, l'un des chefs de file de l'opposition congolaise et président de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, Monsieur Vital Kamerhe. Monsieur Kamerhe, soyez le bienvenu sur Africa 24. Merci. Alors vous êtes à Paris car vous avez été invité par le député français Jean-Louis Costes à vous exprimer devant l'Assemblée nationale française dans le cadre d'une conférence autour du thème « La RDC, moteur de développement pour l'Afrique et son rôle dans les défis mondiaux à venir ». Monsieur Kamerhe, comment votre pays, qui traverse des affres économiques, peut-il contribuer à l'économie du continent africain ? Merci beaucoup. Il y a des préalables, bien sûr. Nous devons mettre fin à la guerre. Et pour mettre fin à la guerre, je crois que nous devons refonder l'État. L'État doit recouvrer ses attributions régaliennes, une armée républicaine et dissuasive, une police au service de l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes, une justice véritable épine dorsale de l'État de droit et une administration neutre qui travaille, et une diplomatie et une coopération de développement avec les voisins et le monde. Mais ceci dit, notre pays a tous les atouts pour jouer le rôle moteur. Et je l'ai démontré hier justement quand j'étais invité à l'Assemblée nationale française. Les atouts de la République démocratique sont innombrables. Il suffit que nous ayons une bonne vision de l'Afrique avec des politiques concertées. Les Africains doivent apprendre à parler le même langage. Nous sommes un grand continent. Nous devons cesser de continuer à pleurnicher et à tendre la main indéfiniment. Nous avons à donner et à recevoir. Et comme ça, si la RDC se développe, c'est l'Afrique qui va se développer et nos jeunes vont cesser de prendre le risque de traverser la Méditerranée à la recherche d'une Europe chimérique. Donc, qu'est-ce qui est ressorti de ce colloque à Paris ? En tout cas, ça a été un échange très fructueux et j'ai senti que les députés français et toutes les autres personnalités françaises et les Congolais qui sont venus assister à cette conférence étaient édifiés parce que l'Afrique n'est pas connue. Même par les Africains eux-mêmes. Monsieur Kamerhe, pour en revenir donc à la politique dans votre pays, la République démocratique du Congo, est-ce que vous avez été surpris par l'appel du G7 envers Moïse Katumbi pour qu'il se présente comme le candidat unique de l'opposition ? Je crois que c'est leur droit. Le G7, c'était une plateforme politique qui a tenu son conclave et qui a choisi son candidat. C'est de bonne guerre, c'est la politique. Je ne suis pas surpris, ils ont fait leur choix et je respecte leur choix. Mais pourtant, vous avez vu, il n'y a pas si longtemps que ça, même en février à Kinshasa, main dans la main, donc la dynamique de l'opposition avec le G7, main dans la main à Kinshasa, vous aviez même appelé le peuple congolais à vous soutenir jusqu'à l'aboutissement de votre lutte commune. Est-ce qu'il y a dissension entre le G7 et la dynamique ? Il n'y a pas de dissension du tout. Nous avions convenu avec le G7 de mener le premier combat. C'est le combat qu'on a convenu à l'île de Gorée, au Sénégal, quand on a créé le Front citoyen. Nous avons accepté tous désormais d'œuvrer dans le cadre du Front citoyen, avec la société civile, l'opposition politique, et le premier combat, c'était de faire fléchir Kabila et son pouvoir, pour faire comprendre au président Kabila, on l'a fait d'abord sans le G7 en janvier 2015, ça a été une réussite puisque le président Kabila a retiré, et c'est pour la première fois, son projet de loi où il a voulu conditionner la tenue des élections par le recensement général. Ça a été une réussite quand nous avons lancé le mot d'ordre pour la ville morte à travers tout le pays. Et je vois que c'est une recette qui fait déjà de preuves au Tchad. Et puis j'ai vu le Congo-Brazzaville a copié la recette, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, ce qu'on a convenu, c'est quoi ? C'est de dire une chose à la fois. Nous mobilisons les jeunes, les femmes, la population pour dire les lois du pays et la Constitution vous donnent le droit de vous opposer à quiconque veut exercer le pouvoir en violation de la Constitution. Vous devez savoir que élire vos dirigeants, c'est votre droit. Obtenons d'abord le calendrier électoral, la démocratie, dans les délais, on ne touche pas à la Constitution. Soyons rassurés qu'il y aura alternance et seulement après, maintenant, chacun de nous peut faire parler ses égos, ses ambitions. Monsieur Kamerhe, vous avez été candidat à la présidentielle en 2011. Vous avez récolté un bon nombre quand même des voix des électeurs. Est-ce que vous envisageriez une nouvelle candidature à la prochaine présidentielle ? J'ai mon parti politique qui s'appelle l'Union pour la nation congolaise. J'ai la plateforme qui s'appelle la dynamique de l'opposition et puis il y a les forces vives, il y a le Front citoyen.
Donc, s'il me faut confiance, j'ai la capacité intellectuelle, j'ai les capacités morales et physiques, j'ai la volonté, j'ai l'obsession pour mon pays et j'ai la conviction que le Congo, c'est un grand pays, fort, prospère et au cœur de l'Afrique. Et ce n'est pas un rêve, c'est un rêve qui deviendra réalité. Pas seul, et nous devons désormais envisager la gouvernance en équipe, c'est-à-dire des gens qui voient le Congo en grand, l'Afrique en grand, et qui voudraient être au service de la population, pas de leur propre poche. Et est-ce que d'après vous, la présidentielle peut se tenir dans les délais comme prévu par la Constitution ? Vous savez, le peuple représente, de par sa volonté, l'arme la plus redoutable. Aucun char de combat, aucune bombe lacrymogène ne peut arrêter la volonté d'un peuple qui est déterminé à assumer son destin. Monsieur Kamere, en parlant du président de la République, le président Kabila, qu'est-ce qui se passerait s'il dépassait son mandat qui arrive à terme en décembre 2016 ? Quel scénario envisager ? D'abord, nous rentrons dans la Constitution. S'il dépasse le mandat, il sera frappé de haute trahison. Ça, c'est la Constitution, ce n'est pas moi. 2, le peuple est là. Je ne sais pas, il va dépasser ce mandat comment. C'est-à-dire, nous serons assis chez nous, dans nos fauteuils, et la population pour dire, bon, Monsieur Kabila, nous vous applaudissons, vous pouvez dépasser comme vous voulez. Non. C'est pourquoi moi, je donne un conseil aux amis de la majorité présidentielle. Et je regarde encore le président dans les yeux, s'il a la chance de suivre Africa 24 pour le dire, il y a 2 choix. Le premier, qui est bénéfique au peuple congolais et à lui-même, c'est de respecter la Constitution et de savoir partir, et de savoir justement qu'il y a une vie après la présidence de la République, et vous allez entrer dans l'histoire du monde. Le deuxième choix, il est chaotique, il est inconnu. Vous pouvez dire je reste, mais vous pouvez partir avant même la date. Et le scénario d'une transition, peut-être comme on voit à Haïti Ce n'est pas prévu dans notre Constitution. Donc il faut oublier tout cela. Le peuple, je l'invite à se mettre debout, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, pour veiller chaque jour. Et la date butoir a été donnée et rappelée par la résolution 22/4/77, et je remercie le Conseil de sécurité, c'est le mois de septembre, puisque le 20 septembre 2016, la CENI sera mise à la rue d'épreuve. Elle doit convoquer officiellement le scrutin présidentiel. Et ça sera une date de référence pour la mobilisation de toute notre population. Monsieur Kamere, en parlant de la CENI, est-ce qu'elle a les moyens d'organiser ces élections présidentielles ? Nous n'avons pas demandé à la CENI de nous parler de moyens à ce stade. Ce qu'on a demandé à la CENI, c'est de nous donner la date de la tenue des élections. Le peuple congolais, les opposants, les gens de bonne foi, nous allons faire le lobbying à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, on va mobiliser les moyens. En parlant d'élections, il y a l'élection des gouverneurs qui vient de se tenir. 16 des 21 nouvelles provinces sont administrées par des gouverneurs issus de la majorité présidentielle. Vous acceptez ces élections et ces résultats ? D'abord, ces élections sont illégales. Ces élections sont tenues dans un contexte où nous avons des députés provinciaux qui n'ont plus de légitimité ni de légalité. 2, ces élections se font après que le président de l'Assemblée nationale, qui est secrétaire exécutif de la majorité présidentielle, ait écrit officiellement à la CENI pour faire invalider un certain nombre de candidats, et la CENI a suivi. Ça signifie que la CENI n'est plus indépendante. Ces élections se sont tenues après tergiversation, parce qu'on a nommé d'abord les commissaires spéciaux à la place des gouverneurs pour préparer le terrain à la tricherie que l'on connaît. Mais maintenant, pour nous, ces élections pour l'opposition, c'est un non-événement. Parce que nous, à l'INC, nous avons demandé à nos membres de ne pas y prendre part. Mais s'il faut parler des résultats pour répondre à votre question, la majorité présidentielle a échoué, puisque malgré la tricherie, malgré les intimidations, malgré le fait qu'avant ces élections-là, ils contrôlaient toutes les provinces, ils en ont perdu quand même, d'après les statistiques que vous me donnez là-bas, 5. On parle de la CENI. Quelle a été la conséquence de la démission de l'abbé Malou Malou, selon vous ? Oui, moi je crois que M. l'abbé Malou Malou a démissionné, mais je voudrais aussi lui souhaiter prompt rétablissement. Les pauvres, ils n'avaient pas les mains libres, et je crois que ce n'est pas facile de travailler avec les autorités congolaises. Même celui qui est là, Nanga, je lui souhaite une santé de fer. Et il ne doit pas attendre qu'il vive la situation de Malou Malou. S'il sent qu'on est en train de les pousser vers des bêtises, il doit démissionner et dénoncer cela, et il vivra longtemps. Voilà les conseils que je peux donner à M. Nanga. Monsieur Kamere, quelle lecture faites-vous des événements qui se passent actuellement au Congo voisin ? Non, c'est regrettable. Parce que moi, je crois que tout cela était prévisible. Et moi, je crois que gouverner, c'est prévoir.
Et je reconnais au président Sassou Nguesso beaucoup d'expérience, mais je crois qu'on doit faire en sorte qu'on puisse éviter que le sang coule en République du Congo, nos voisins. Puisque les gens qui meurent là-bas, ce sont nos cousins, ce sont nos tantes, ce sont nos oncles. Nous ne pouvons pas nous réjouir de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ceci dit, il s'agit des questions internes à la République du Congo-Brazzaville. Mais ce qui touche au Congo-Brazzaville touche au Congo-Kinshasa, touche à l'Afrique tout entière. Monsieur Kamere, une dernière question d'actualité. Que pensez-vous de la condamnation de votre compatriote Jean-Pierre Bemba, alors que le Kenyan William Ruto, lui aussi vice-président, a été libéré par la CPI? C'est injuste tout simplement, parce que les dégâts qu'on a enregistrés au Kenya, on ne les a pas connus à Kinshasa. Jean-Pierre Bemba était déjà signataire de 1+4, c'est-à-dire l'accord global inclusif. Ses troupes sont parties à Bangui. Bangui, ce n'est pas une île suspendue dans le ciel, c'est un pays qui était administré par Patassi à l'époque, avec un chef d'état-major général connu, et on commet des exactions. Quand j'envoie mes troupes sur votre demande dans votre pays, je crois que ces troupes-là sont sous votre commandement. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse arrêter Jean-Pierre Bemba, le condamner et laisser tous les Centrafricains tranquilles. J'ai dit que c'est une condamnation pour moi, je m'excuse de le dire, parce qu'il est très difficile de commenter les décisions judiciaire, mais je suis un politique. C'est une condamnation politique. Les Congolais attendaient le retour de Jean-Pierre Bemba. Et nous disons, je dis à mon compatriote Jean-Pierre Bemba, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil va se lever. Quel que soit le temps que vous passerez là-bas, M. Jean-Pierre Bemba, Mandela avait fait 27 ans, je ne vous souhaite pas 27 ans, vous ferez moins que ça et vous reviendrez très fort sur la scène politique congolaise. Monsieur Vital Kamere, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie aussi, madame. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants la suite de nos programmes.